Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de libre antenne, comme chaque soir, 2 heures de direct, de 23h à 1h, 2 heures pendant lesquelles vous pouvez aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur, me poser toutes les questions qui vous préoccupent, dialoguer entre vous, partager vos moments de vie en appelant le 39 21. Alors il y a eu un petit souci au standard entre 22h30 et 23h. Vous n'avez pas pu nous joindre parce qu'il y avait un problème. Donc ça remarche. Vous pouvez dès à présent composer le 39 21. Désolé si vous avez cherché à nous joindre en vain. On a mis tout en place pour que la ligne puisse être ouverte. Je vous cache pas que on avait un petit peu des sueurs froides parce que faire une libre antenne qui repose uniquement sur vos appels sans possibilité de standard, ça allait être un peu compliqué. Je me voyais pas juste faire des lancements de disques. Mais bon, voilà, on est soulagé, ça marche. 39 21. Il y a également les SMS au 7 10 25 avec les messages qui commencent par le mot nuit et vos courriels sur le site europe1.fr. Ce soir, vous serez accueillis par Assiba et Quentin avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Bonsoir Myriam. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Il m'a mis dans l'ambiance tout de suite. Quentin, c'est bien. Parce que je l'écoute en boucle depuis qu'il a sorti cette chanson Louis Gélide. Et voilà. D'abord, je voulais vous dire bonsoir parce que vous êtes une petite fée de la nuit depuis 10 ans pour moi. Je pensais bien qu'un jour j'allais vous appeler. Je pensais pas que ce serait pour mon fils. Je pensais qu'au moment où j'ai eu des problèmes avec mon ex-mari, que j'étais en plein divorce, un jour j'allais vous appeler. Et puis j'ai réglé les problèmes. Alors, je vous ai jamais appelé. Et puis il faut croire que peut-être quelque part c'est moins grave de divorcer avec son mari que de divorcer avec un enfant. On ne divorce pas avec son enfant. Si, non, mais je dis ça parce que c'est vrai que c'est un petit peu la même chose. Je veux dire, c'est les gens qu'on aime, quand on leur dit qu'on les aime, qui n'entendent pas, qui n'entendent plus, c'est comme un divorce. Je veux dire, il n'y a pas de papier, il n'y a pas, mais bon, quand on n'aime pas, quoi. Et voilà, donc voilà, je vous appelle ce soir parce qu'effectivement, j'ai des problèmes avec mon fils aîné. Depuis son mariage. Ouais, depuis son mariage. Alors, bon, on a vécu ensemble des choses très, très difficiles parce que j'ai eu 2 mariages. Je vais essayer de vous la faire courte, hein. J'ai eu 2 mariages, je me suis mariée très tôt, j'adorais mes parents, mais je me suis mariée parce que j'étais amoureuse d'un monsieur qui avait 4 ou 5 ans de plus que moi. J'étais très jeune, j'avais 19 ans et demi. Et puis, bon, c'est un mariage qui n'a pas marché. Je suis restée 6 ans mariée avec lui, mais on a eu ensemble un très beau bébé qu'on a voulu. Hein. On n'a pas fait ça pour arranger quoi que ce soit, on l'a voulu. Et donc voilà, il est né en 73. Oui. Et puis ce premier mari m'a abandonnée avec mon fils. Lui avait 28 ans, moi j'avais 25 ans ou 24 ans. Il est parti parce que à 28 ans, il avait monté une grosse affaire et puis c'était beaucoup endetté, mais bon, il a eu peur, donc il est parti. Voilà. Bon, aujourd'hui, je peux le comprendre parce que j'ai 60 ans et je comprends qu'à 28 ans, on est la trouille et bon, je n'ai pas spécialement pardonné, mais j'ai compris cette fuite comme ça, beaucoup trop de choses, et il avait mis beaucoup trop de choses sur ses épaules. Donc il a eu la trouille, il est parti. Bon, cela dit, je me suis retrouvée du jour au lendemain avec des dettes énormes sur le dos. Oui, c'est douloureux quand même. Oui, mais enfin, tant que c'est de l'argent, c'est... Voilà, non, mais c'est douloureux pour vous de vous retrouver seule avec votre enfant. À l'époque, mon papa était en train de mourir d'un cancer du grand côlon et maman d'un cancer du sein. Donc, si vous voulez, j'arrivais à relativiser ça parce que, bon, c'est pas ça qui m'intéressait au moment où ça s'est passé. C'était la fin de mes parents, quoi. Et je voulais pas qu'ils s'en aillent. Donc, il a choisi ce moment-là. Bon. Oui, mais ça fait beaucoup de fins. Ça fait beaucoup, oui. C'est pas fini, hein.
c'est pas fini. Bon, et voilà, donc il est parti. Je me suis retrouvée avec beaucoup de dettes. Et puis surtout, je me suis retrouvée avec un papa qui est mort. Et puis une maman qui est morte un an après. Des parents que j'adorais, qui étaient jeunes. Mon papa, il avait 69 ans et maman 64. Vous voyez, donc aujourd'hui, ça paraît très jeune. Enfin bon, à l'époque aussi, ça me paraissait très jeune, mais voilà, c'était très jeune. Et puis moi, j'étais très jeune aussi. Donc je me suis retrouvée avec cet enfant. Pendant 5 ans, on a vécu tout seul. Je me suis revenue à Paris parce que j'étais parisienne et j'étais partie en Normandie pour épouser ce monsieur. Et donc je suis revenue à Paris. J'ai eu la chance que mes parents m'ont laissé un appartement qui est en loi 48. Donc j'ai pu le garder avec mon fils. Et puis je me suis mis au travail et voilà, et je l'ai mis à l'école, j'allais le chercher, et puis voilà, j'ai retravaillé. Et puis, comme ce monsieur a disparu, un jour, au bout d'un an, je suis allée voir, comme je passais tous les matins pour accompagner mon fils à l'école, je passais devant un commissariat de police. Un jour, je suis montée et puis bon, on m'a pas ouvert la porte tout de suite avec le tapis rouge. Ils ont d'abord fait une enquête sur moi et puis quand ils ont vu qu'effectivement tout ce que je racontais était vrai, on m'a reçu. Du coup là, avec le tapis rouge, le commissaire adorable m'a reçu. Et puis j'ai expliqué qu'il fallait faire revenir mon mari parce que j'avais 26 ans et qu'à 26 ans je pouvais pas rester mariée avec un monsieur qui avait disparu parce que vous savez que je sais pas si c'est pareil aujourd'hui, mais à l'époque on pouvait pas divorcer si j'avais personne avec qui divorcer, c'était pas possible. Oui. Donc ce commissaire de police extraordinaire l'a ramené par Interpol à peine une année après. Et donc il est revenu, on l'a ramené en France et puis on lui a enlevé ses papiers. Il était parti en Argentine, je crois. Il était parti en Argentine et puis ensuite aux États-Unis. Il a voulu demander un autre visa pour retourner en Argentine. Il a demandé ça à l'ambassade de France, des États-Unis. Et puis bon, voilà, on l'a remis dans l'avion direct Paris en lui disant. C'est pas notre problème, c'est le vôtre, mais on vous enlève votre passeport, réglez vos affaires en France, et puis après vous verrez, voilà. Donc, quand il est revenu, j'ai demandé le divorce. Donc finalement, vous avez pu divorcer de cet homme, hein? Oui, j'ai divorcé. Il a vu votre fils, il a continué à voir votre fils. C'est la première chose qu'il a faite en arrivant, c'est de me dire, je vais voir mon fils. Alors, j'ai dit, écoute, ok, tu vois ton fils, mais bon, ça fait quand même 1 an que tu es parti. Et il avait 3 ans à l'époque, notre fils. Et il avait donc perdu son papa, son papy et sa mamie. Ça faisait beaucoup, quoi. Oui. Et donc, lui, il pensait, en fait, dans sa petite tête, je disais que non, mais il pensait que son papa était mort. Mais je lui disais, non, ton papa n'est pas mort. Et puis donc, quand mon ex, son papa est revenu, il a demandé à le voir. J'ai dit, bon, je veux bien, mais je vais être avec lui. J'ai eu tellement peur qu'il l'emmène. Bon. Et donc, il l'a vu, et puis voilà. Et puis, bon, il l'a vu 2-3 fois, mais... sans plus, on a entamé le divorce. Et puis quand on a divorcé au bout de 8 mois ou 9 mois, je sais plus. Enfin, de toute manière, moi, je lui ai rien demandé, à part un divorce à ses fautes. Je voulais pas qu'un jour ils disent à un autre fils, c'est de la faute de ta mère si j'ai divorcé, donc j'ai demandé un divorce à ses fautes. Et puis quand on est sorti du divorce, je lui ai dit, écoute, je veux rien de toi. On lui avait donné une pension alimentaire c'était 500 francs à l'époque. Moi, je m'étais remis au travail et j'avais dit, écoute, je ne veux rien de toi. Je voudrais juste une chose. Bon, un mari, tu n'es pas, tu le seras plus, mais si tu pouvais être un père, simplement. Et c'est pas de l'argent, un père, c'est juste des sentiments, c'est juste de l'amour, c'est téléphoner à notre fils pour savoir comment il va, s'il a fait tes copains à l'école, quand il rentrera un peu plus tard, enfin bon. Et il m'a dit, oh oui, t'es formidable, oui, je te promets, je ferai ça. Bon, il l'a fait 15 jours, un mois. On n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Et par contre, j'ai pas voulu que mon fils se sépare de ses grands-parents. J'aimais beaucoup sa grand-mère, qui est décédée aujourd'hui il y a à peine 10 ans. Et donc, j'ai voulu qu'il continue, par contre, à revoir ses cousins, ses cousines, ses oncles et tantes et ses grands-parents. Donc, à chaque fois que j'ai pu, je l'envoyais chez ses grands-parents ou chez ses cousins et cousines, tantes et oncles. Et puis, il a vu 3-4 fois son père,
qui était convié à des fêtes d'anniversaire, mais il voulait pas lui parler. Et puis voilà. Bon, bref, donc c'est quelque chose de très lourd pour lui. Et et puis au bout de 5 ans de 5 ans de divorce de son père, j'ai rencontré un autre monsieur que j'ai épousé, qui avait 2 enfants, et on voulait refaire une famille. On était, je crois, une des premières familles, c'était en 81. On était une des premières familles dites recomposées. Oui. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça, quoi, dans les années 80, au tout début, c'était vraiment, voilà. Et on a fait, je pensais, une très très belle famille recomposée, parce que donc mon deuxième mari, quand je l'ai connu, avait des enfants qui étaient très petits. La fille avait 3 ans, le garçon avait 6 ans, donc de l'âge de mon fils à moi. Donc ils avaient tous les deux 6 ans, ils avaient un mois d'écart, et la petite avait 3 ans. Bon, ils étaient un petit peu perturbés, hein, bien sûr aussi, du divorce de leur papa et de leur maman. Et ils vivaient avec leur maman. Et mon mari, c'était pas mon mari à l'époque, mais avant qu'on se marie, mon deuxième mari était à chaque fois très ému et très triste quand il allait accompagner ses enfants chez son ex-femme. Et puis, son ex-femme s'en occupait pas très bien. Enfin bon, elle nous les laissait sur le paillasson quand c'était pas notre week-end, ou quand c'était son week-end à elle. Elle téléphonait 2 heures avant en disant venez les prendre, j'en veux pas. Quand on les ramenait, oui, tout se passait bien. Pardon ? Ça se passait bien, quoi. Enfin, non, ça se passait pas bien, justement. Non, ça se passait pas bien. Je sais ce que je vous dis, elle les prenait pas, elle nous les déposait sur le paillasson quand non, ça se passait pas bien. Donc comme ça se passait même pas bien du tout. Et que mais avec qui? Attendez, parce que moi je me perds un peu dans le film. Parce que le problème, si vous voulez, là on se noie un peu dans l'histoire, parce que si vous voulez, j'aimerais quand même qu'on arrive un peu au fil de votre Oui, je sais bien que ça fait partie de sa vie, Myriam, mais il faut quand même, voilà, parce que vous m'aviez dit que vous essayez de faire un peu court. Voilà, vous avez eu un deuxième mari, alors après... 20 ans, j'ai cru rendre... Parce qu'aujourd'hui, votre fils, il a quasiment 40 ans. Il a 37 ans, et vous êtes en difficulté avec lui depuis qu'il est marié depuis qu'il est marié, et vous avez posé un peu le cadre de votre histoire, donc aussi de la sienne en tant qu'enfant. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce qui se passe pas bien maintenant, parce que on y reviendra. C'est-à-dire que vous avez posé le cadre, voilà, mais... Non, mais enfin, il faut savoir aussi que je suis divorcée de mon deuxième mari quand même, hein. J'ai subi des violences conjugales. On est restés 20 ans ensemble. J'ai élevé ses enfants, j'ai élevé le nôtre aussi, le mien, donc ce premier. Et puis on en a eu un quatrième, et ça s'est très mal terminé, voilà. Donc ça aussi pour lui c'est très dur, je pense. Après ce premier divorce avec son père, un deuxième divorce avec son père qu'il a pendant 20 ans appelé papa en fait, et qu'il l'a quand même élevé malgré tout, hein, même si voilà. Donc voilà, donc j'ai divorcé moi en 2000. Et donc j'ai été très près de cet enfant. J'en ai eu un autre avec mon deuxième mari. Ils ont 10 ans d'écart tous les deux, donc l'autre a 27 ans. Et au moment de ce divorce, j'ai été vraiment très, comme avant, quoi, très proche des deux. Et puis un jour, donc l'aîné a rencontré quelqu'un. Bon, j'étais ravie, hein. Il m'a dit voilà, je vais te présenter ma femme, ma future femme. Bon, voilà. Donc ils se sont mariés. Et puis tout de suite, ça n'a pas été entre elle et moi. Pour quelle raison? C'est trop sordide à raconter, et si vous voulez, à la limite, moi j'ai pas téléphoné pour taper sur ma belle-fille, hein. Je téléphone plutôt pour parler de mon fils. Mais oui, mais ça joue, parce que c'est en même temps les relations avec votre belle-fille, hein. Mais c'est très sordide, Caroline, c'est très sordide. Oui, mais bon. Oui, mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est des histoires, c'est aussi à partir du moment où votre fils est en couple que ça commence à se dérégler avec lui. Donc, bien sûr que vous pouvez me parler de votre fils, Myriam, mais c'est aussi à partir du moment où il est en couple que ça ne commence à ne plus aller. Bon, je crois que le respect dans la vie, que ce soit le respect de ses parents ou le respect de ses enfants ou le respect de ses amis, c'est important, et voilà quoi. Et comme c'est une histoire de respect, à la limite, plus que
plus que des histoires de belles filles. Bon. Mais c'est important, les histoires. Derrière ces histoires de belles-filles, belles-mères, il se joue des choses souvent plus complexes. Ah oui, enfin, voilà, l'histoire, c'est qu'il a jamais su, en fait, faire une séparation entre sa maman et sa femme. Il a jamais su dire à sa femme, et c'est pour ça que je lui en veux à lui plus qu'à elle. Quel genre de séparation auriez-vous aimé qu'il fasse? Parce qu'on s'entend pas. Oui. Il aurait pu dire à sa femme, écoute, voilà. Tu ne t'entends pas avec ma mère ne s'entend pas avec toi. Oui. Moi, ça sera toujours ma mère, tu seras, j'espère, toujours ma femme. Ne vous voyez plus. Je sais pas, mais bon. Oui. Alors, regardez si on rentre dans cette logique-là, Myriam. Oui. Vous imaginez votre fils dans quel dilemme ça le met? Eh ben là, vous croyez que c'est mieux? C'est mieux, là, d'être fâché avec sa mère depuis 2 ans, d'avoir eu un enfant que je n'ai pas vu depuis 2 ans, et d'avoir une maman... Votre fils protège la famille, sa famille. Ouais. Bon, c'est bien. Vous demandez, Myriam, vous demandez à votre fils de choisir, de faire un choix entre vous... et sa femme. C'est un choix qu'il ne peut pas faire. Non, mais pas du tout. Je demande pas à mon fils de faire un choix. Je vous dis, je demande à mon fils de comprendre que sa femme et moi, nous ne sommes pas obligés de nous fréquenter et de nous voir. Mais comment dire ne vous voyez plus? Écoutez, Caroline, j'ai été mariée donc pendant 20 ans avec un deuxième mari. Et puis à un moment, mes beaux-parents, je sais pas, enfin bon, m'ont pris en grippe, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit à mon ex-mari, écoute, voilà, je ne sais pas ce qu'ont tes parents, je voudrais qu'ils m'expliquent. J'aimerais bien qu'on se voit un jour tous les 4 et puis qu'on essaie d'avoir une conversation. Et puis bon, parce qu'on peut dire ou faire des choses effectivement dans la vie que non, voilà, qu'on peut nous reprocher. Je ne savais pas vraiment quoi. Donc je lui ai dit, voilà, demande à tes parents qu'on se voit et bon. Et ça a duré 2 mois. Et à chaque fois, je lui dis alors, tu as vu, tu leur as demandé, non, bah oui, je sais pas, non. Enfin bon, bref, ça a été comme ça pendant 2-3 mois. Et puis bon, au bout de 3 mois, j'ai compris que j'aurais jamais de réponse. J'ai dit, écoute, moi, je veux pas rester comme ça sur des non-dits, je supporte pas. Visiblement, il y a des choses qui ne vont pas. Moi, je veux pas vous gêner avec tes parents. Je ne veux pas être au milieu et me sentir mal aimée. Donc voilà, moi, tes parents, aujourd'hui, je veux plus les voir. Mais voilà, ce sont tes parents, tu vas les voir quand tu veux, tu prends les enfants quand tu veux, il y avait donc 4 enfants à l'époque, tu prends les enfants quand tu veux, et c'est bien comme ça, quoi. Je suis pas obligée de supporter ce mal-être que j'ai vis-à-vis de tes parents, donc voilà, ça s'est passé comme ça, voilà. Oui, alors vous me disiez dans votre mail que lui aimerait que vous arriviez, enfin, vous entendiez bien avec sa femme, qu'il y ait au moins des relations cordiales, c'est-à-dire qu'au fond, peut-être, et cela s'explique du fait de son histoire à lui d'enfant, où il n'a pas eu, enfin, pendant un temps, il a eu cette absence de père, où il tient particulièrement à cette famille qu'il se construit, puisque vous dites il a un enfant, sa femme actuellement attend un autre enfant. Donc, je lui demande pas de divorcer, Caroline. J'ai bien compris. Mais si vous voulez, la rupture de... Quand l'enfant, je parle même l'enfant adulte, sent que au fond le parent est en opposition avec le choix amoureux qu'il fait, ça peut avoir... Non, attendez, écoutez-moi, je vous ai écouté, Myriam. Vous ne... Bon, ça ne se passe pas bien avec la femme de votre fils. Vous ne vous appréciez pas. Mais ça crée une rupture du dialogue. Bon. Mais c'est réciproque, Carolina. Non, mais d'accord, mais si vous voulez... C'est important. Le problème, c'est que pour votre fils, ça l'amène, d'une certaine façon, à avoir à choisir entre vous et la vie qu'il souhaite.
Oui. Donc, quand vous dites, je comprends pas au fond. Voilà, c'est, il devrait avoir à choisir. Alors dire, amener, il pourrait me voir, m'amener les enfants, et puis, ben, au fond, il a pas à m'imposer sa femme. Mais là où ce serait, quand il reviendrait de vous voir avec les enfants, peut-être que sa femme dirait, ben oui, tu es allé voir ta mère. Enfin, il serait en permanence pris entre deux feux, parce que il y a toujours, si vous voulez, c'est toujours un choix douloureux et injuste, parce que ça génère un poison terrible qui est la culpabilité. Et c'est, si vous voulez, pour les enfants, en plus, je vais dire, donc, c'est toujours difficile de naître dans un monde où les grands-parents rejettent les parents. Ça aussi, il faut y penser. Ben oui, en l'occurrence, c'est-à-dire la solution que vous préconisez, votre fils qui vous amènerait vos petits-enfants, mais en dehors de leur mère. Vous savez, Caroline, je m'excuse de vous couper, mais ce qui m'importe, c'est mon fils. Mais j'ai bien compris, Myriam. Je le connais pas, donc voilà. Pour l'instant, je suis pas dans l'histoire des petits enfants. Du tout. Mais je suis dans l'histoire de mon fils. Mais oui, mais justement, mais votre fils, il a aussi une vie. C'est peut-être ce que votre fils essaye de vous dire. C'est malgré l'amour qu'il a pour vous, et que certainement c'est une véritable, il doit être aussi déchiré. C'est-à-dire que ça n'empêche pas l'amour qu'il a pour vous, mais il a aussi un amour pour cette femme, sa femme, et la famille qu'il se construit, et qu'il ne devrait pas avoir de choix à faire. Oui. Or vous êtes encore dans ce qui vous importe, c'est votre fils, comme si votre fils, effectivement, n'était pas encore sorti de votre du giron familial. C'est ça qui est problématique. Si, pour moi, il est complètement sorti, hein, vraiment sorti. Mais sorti veut pas dire plus d'amour et plus de relations. Bien sûr, il est sorti complètement et depuis longtemps, parce que quand j'ai divorcé, il était déjà parti de la maison. Il avait un petit appart. Enfin, vous voyez, il était plus avec moi. Donc si, mais voilà, moi j'arrive pas à comprendre que. Vous savez, regardez, je cite rarement la Bible, mais vous vous souvenez dans le jugement de Salomon? Oui. Hein, la vraie mère qui est prête à ce que son enfant vive loin d'elle, si c'est la condition pour qu'il puisse vivre. Non, mais bon. bien sûr, mais j'avais jamais pensé à ça. Ben oui, parfois, hein, bon, c'est un peu, accepter parfois qu'il s'éloigne, c'est difficile, mais bon, c'est intéressant. Je veux bien, mais pas comme ça, je veux dire, pas en coupant. Il a dit à son frère, son jeune frère, enfin, c'est pas son jeune frère qui me l'a dit, c'est pas mon fils, le petit qui me l'a dit, hein, je l'ai su par quelqu'un d'autre, mais il a dit à son jeune frère, qui un jour a dû lui demander, a dû dire, mais enfin jamais tu vas te remettre avec maman, parce que moi j'ai dit à mon jeune fils, je ne veux pas que tu en parles avec ton frère, je ne veux pas qu'en plus de tout ça, je sois le problème entre vous deux, et que vous n'ayez plus de relation de frère. Pour moi, alors là c'est l'horreur, hein. Alors je dis, je ne veux jamais, mais j'ai su qu'un jour il avait quand même parlé à son frère 2 minutes, et donc mon fils aîné lui a dit, mon père m'a bien abandonné. Si on peut abandonner comme ça des enfants, pourquoi est-ce que j'abandonnerais pas ma mère? Mais vous voyez comme on est dans cette problématique, et même votre plus jeune fils qui dit tu vas te remettre avec maman. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Non, il voulait dire que peut-être qu'on aura des rapports ensemble. Mais les mots, c'est mais c'est intéressant. Ce qu'il lui a demandé, hein, exactement. C'est intéressant. Avec qui doit-il faire couple? Non, il y a beaucoup de problématiques oedipiennes derrière tout ça. Mais ce que je voulais vous dire mais Myriam, est-ce que vous pouvez entendre que derrière des choses apparemment comme ça, derrière souvent des histoires de famille où on a du mal à accepter, au fond, quelqu'un d'extérieur à la famille pour diverses raisons, on a du mal à accepter que ça se passe en dehors de la famille, et au fond, quand votre fils dit si on peut, votre fils dit au fond, mon père m'a abandonné, donc je peux aussi abandonner, c'est-à-dire
bon, il répond sur le même mode parce que il y avait une provocation quand même de la part de son frère qui jouait. Si, il y avait de la culpabilité. Votre jeune fils, entre frères, jouait sur le mode de la culpabilité. En gros, tu abandonnes. Ils ont pas ce genre de relation. Mais ce que vous n'entendez pas, Myriam, ce que vous n'entendez pas, parce que vous êtes dans votre souffrance, que je peux comprendre et que j'entends. Mais ce que vous ne semblez pas entendre, c'est que pour votre fils aussi, ça doit être très douloureux. Parce qu'il ne devrait pas avoir à faire ce choix. Et que là où les choses pourraient être plus finalement, plus simples, c'est-à-dire au lieu de lui imposer un choix entre finalement... mais moi je lui impose pas un choix. Vous ne devriez pas lui imposer un choix entre, en gros, c'est sa femme ou vous. Mais il m'impose aussi, Caroline, parce que on a eu une conversation au mois d'octobre tous les deux. Parce que je lui envoie des mails, la chanson de Louis Gédid, quand elle est sortie, je crois que je lui envoyais tous les jours. Et donc, au mois d'octobre, je lui ai envoyé un mail, puisqu'il répond jamais à mes coups de fil. Il voit marqué maman, donc il répond pas. C'est pratique aujourd'hui, ça. Et donc, je lui dis, bon, j'aimerais te parler au téléphone, puisque tu veux pas me voir. Et on a parlé 2 heures au téléphone. Et lui, son propos, c'était, il faut que tu acceptes ma femme comme elle est. Et j'ai dit, écoute, est-ce que tu as demandé d'abord à ta femme si elle avait envie de me revoir? Et puis, pourquoi est-ce que tu me dis pas, pourquoi tu ne demandes pas à ta femme aussi de m'accepter, moi aussi, comme je suis, et de faire attention aussi, qu'on essaye de faire attention l'une à l'autre. Parce que j'ai accepté beaucoup de choses. Je vous dis, je veux pas rentrer dans les détails, parce que c'est sordide, vraiment sordide. J'ai accepté beaucoup de choses, et puis un jour, il y a eu un clash, parce que ça a été l'horreur, quoi. On m'a laissé sous la flotte, en bas de chez eux. J'avais besoin d'un médicament, on m'a pas fait monter. Enfin bon, c'était l'horreur pour moi. Et donc, je me suis dit, bon, ben voilà, voilà. Là, j'ai pris un peu de recul, et puis du coup, de recul en recul, c'est lui qu'on a pris entièrement, et puis voilà, on a coupé les ponts comme ça. Alors oui, enfin c'est lui, puisque quand il répond plus à mes coups de fil, il répond plus à rien. Mais c'est bien, effectivement, mais pourquoi est-ce que moi aussi, on me prendrait pas comme je suis? C'est vrai, vous avez raison, bien sûr. Moi, je veux bien prendre ma belle-fille comme elle est. D'ailleurs, je l'ai fait beaucoup, beaucoup de fois. Puis, il y a des moments où vraiment, j'en pouvais plus. Et où mes amis même m'ont dit, mais c'est dingue quand même. Je dis, bon, mais ça, c'est une question d'éducation. Je veux bien croire que peut-être... c'est une enfant qui a peut-être pas eu une éducation comme moi j'en ai eu une, puis d'abord on n'est pas de la même génération, donc on dit peut-être des choses, on fait aussi peut-être des choses aujourd'hui que moi j'aurais pas fait vis-à-vis de mes beaux-parents ou vis-à-vis de mes parents. Mais... Ce qui est problématique dans cette histoire, c'est que au fond, s'il y avait aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous êtes seul par rapport à votre fils. Vous n'êtes pas en couple aujourd'hui. Non, je suis pas en couple. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que ça manque parce que souvent dans ces histoires où il y a des problèmes comme ça ou une mésentente entre belle-mère et belle-fille, les hommes ne tiennent pas, sont singulièrement absents. Alors votre fils, lui, est présent et dit que il tient sa place auprès de sa femme et de ses enfants. Mais c'est vrai que si vous aviez un homme auprès de vous, peut-être vous seriez peut-être dans une moins grande attente aussi auprès de votre fils, enfin différemment. Et puis peut-être que aussi vous auriez un compagnon, ou si le père avait pu tenir aussi une place, pourrait un peu je vous entends, mais je suis pas pourrait jouer un rôle dans tout cela, quoi. Ne pas laisser dans un face-à-face entre femmes comme ça. Non, mais oui, c'est peut-être. Mais le problème, c'est que voilà. Mais j'ai personne dans ma vie. Bon, c'est un choix parce que j'ai rencontré personne. Oui, c'est comme ça. Dans ma vie, Non, j'imagine. Mais ça permettrait des tiers dans cette confrontation. Ce sont deux choses différentes. Non, c'est ce que vous avez du mal. Oui, mais c'est ce que vous avez du mal à l'entendre, c'est qu'il y a d'autres enjeux derrière. Et d'ailleurs, vous voyez que lui-même revient
quand même à cette histoire. Votre fils y revient aussi en disant, y compris par rapport à... Ça renvoie chez lui, et c'est pour ça aussi qu'il n'aurait à des histoires d'abandon, sans le vouloir. Non mais Myriam, sans le vouloir, c'est pour ça aussi certainement qu'il ne répond pas là à vos messages. C'est que ça joue trop sur sa culpabilité, ou au fond, en lui disant qu'il vous manque, que ça lui renvoie l'image de mauvais fils qui abandonne sa mère. Et lui, qu'est-ce qu'il renvoie dans la figure ? Moi, mon père m'a bien abandonné. Il se défend. Il se défend. Il se sent agressé finalement par tout ça. Parce qu'au fond, il doit se dire, mais que c'est vous qui l'amenez à être dans cette situation. Lui, votre fils, qu'il aimerait, c'est pouvoir avoir une relation avec vous, continuer le lien avec vous, et pouvoir avoir sa vie d'homme avec sa femme et son fils et cet enfant à naître. Tout simplement. On va accueillir, je crois, Frédéric qui est avec nous au 39-21. Et je trouve que ça tombe à point nommé d'avoir un homme, un avis d'homme, parce que ça manque singulièrement dans cette histoire. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Myriam. Chère Myriam, ce que vous imposez à votre fils, c'est impossible. Ce que vous faites est impossible. Moi, je ne fais rien. Hein. Non, je vais vous dire... Je n'impose rien, j'en ai parlé, c'est tout, mais je ne veux pas imposer. C'est pas moi qui ai pris la distance, c'est lui. Hein. J'ai 55 ans bientôt. Moi, j'ai été amené à choisir entre mes parents et ma femme. D'accord. Oui, mais ça, moi, je veux pas de ça. C'est pas un choix. Attendez, on va, Myriam, on va laisser déjà. Frédéric vous a écouté longuement votre histoire, donc on va maintenant l'écouter parce que c'est intéressant d'avoir un point de vue. Caroline, c'est pas sûr qu'elle veuille nous entendre. Hein. Bon. Si. Myriam, bien sûr, excusez-moi. J'ai été conduit à choisir entre mes parents et ma femme. J'ai choisi ma femme. Ça fait plus de 25 ans que je ne vois plus mes parents. Vous allez perdre votre fils. Ne le soumettez pas à un choix plus que cornélien, sa femme ou sa mère. Il a sa femme, ses enfants, et sa maman, gentiment, vient de temps en temps voir son fils, sa femme, sa belle-fille, ses petits-enfants, et c'est tout. Si vous lui imposez d'arbitrer comme vous lui dites, parce qu'implicitement c'est dis à ta femme que je n'ai pas envie de la voir. En clair, vous dites à votre fils, je n'accepte pas ta femme. Myriam, écoutez-moi, s'il vous plaît. Oui, non, mais je veux bien vous écouter, mais c'est moi qui connais mon histoire, vous comprenez. Oui, mais vous, donc je veux pas que vous balanciez. Vous avez du mal à entendre, Myriam, notre point de vue. Ça, votre histoire comme nous l'entendons avec Caroline et d'autres. Oui, mais ça, c'est pas la mienne d'histoire. Moi, j'ai jamais dit à mon mari, je veux pas voir ta femme. Le beau lapsus. Le beau lapsus. Ouais, il est magnifique. C'est le deuxième que vous faites. Le premier, c'est remets-toi avec ta mère. Et le deuxième, c'est je ne vais pas demander à mon mari de choisir. Bon, écoutez, je crois que la messe est dite, Myriam. Mais bon, moi je me mets dans la position de, je pense à l'histoire que mon mari aussi a eue avec ses... Non, mais je crois Myriam qu'effectivement on voit bien parce qu'on n'arrive pas là. Pour le moment vous êtes sourde à tout dialogue. On a vraiment essayé, mais c'est. Non, mais je suis sourde à ce dialogue parce qu'il y a des choses que je veux pas dire à l'antenne. Mais vous nous le dites au bout de plus de 40 minutes de dialogue. Mais c'est compliqué parce que j'ai vraiment essayé par tous les bouts. Peut-être que vous allez reprendre, réfléchir un peu à ce qu'on s'est dit tranquillement, à tête de reposer. C'est difficile quand on est comme ça à l'antenne, parce qu'il y a aussi l'émotion comme ça de l'antenne. Reprendre, réfléchir un peu à ce qui s'est dit, à ce que vous a dit comme ça Frédéric. Mais c'est vrai que pour le moment, vous êtes tellement dans l'émotion que je serai toujours. Avec votre non, j'espère pour vous que non, parce que si vous continuez effectivement dans cette voie-là, votre fils ne peut rien entendre parce que il n'y a pas de dialogue possible. Il ne peut pas, on le voit, il ne peut pas y avoir d'échange. Voyez, même avec nous, Myriam, même avec nous qui sommes à distance, plus à distance, qui ne sommes pas impliqués affectivement,
l'échange est compliqué. Donc avec votre fils qui est le cœur du problème, où il y a beaucoup d'affect, c'est compliqué. Alors peut-être pourriez-vous aller en parler pour être moins dans cette charge comme ça émotionnelle et essayer déjà d'être un peu moins en souffrance. Mais j'en ai tellement parlé que... alors en parler et avoir vraiment finir par qu'il en sorte quelque chose. Oui, moi ma question c'était est-ce qu'on peut tout accepter de son enfant? Non, mais je crois que c'est pas... La réponse c'est oui. Si c'est votre enfant et que vous l'aimez, la réponse est oui. Maintenant, si même vous l'aimez... Même de l'irrespect. Mais bien sûr. Mais tiens, bien sûr. Oui. Je crois qu'il gagnerait. Je crois qu'il est en train de vous dire « Maman, tu m'emmerdes. Si tu continues, tu ne me verras plus. » Ça, c'est très clair. Hein. Vous voulez pas l'entendre, mais moi, je vous le dis en direct. On se connaît pas, je vous le dis. Non, mais ça me gêne pas du tout. Il vous dit « Maman, tu m'emmerdes. Lâche-moi les baskets. » Oui, je veux pas. Tu t'entends pas avec ma femme. Eh bien, je m'en fiche. Moi, c'est celle que j'aime. Mais pourquoi vous dites je ne m'entends pas avec ma femme? C'est ce que vous avez dit. Pourquoi vous dites pas le contraire? Non, pourquoi vous dites pas ma femme ne s'entend pas avec vous entendre avec sa femme. Vous savez, on trouve souvent des raisons, effectivement, je vais le dire autrement que Frédéric, mais pour trouver des choses qui ne plaisent pas chez le gendre, chez la belle-fille, des tas de choses, des tas d'arguments, et en fait, sous couvert de refuser l'autre, les parents refusent en fait tout ce qui est un peu étranger à la famille. Et il y a un désir inconscient que ça continue à se passer en famille, hein, donc dans quelque chose d'un désir incestueux, de quelque chose qui est pas réglé. Alors ça, c'est une interprétation très psychanalytique, mais il y a quelque chose, à mon avis, qui serait à explorer un peu dans ce sens-là. Surtout que si on entend bien, Myriam n'a pas eu à partager son fils avec le père de son fils. Oui. Donc il y a quand même des choses un peu, et je pense que aussi. J'étais mariée pendant ça veut rien dire. Ça veut rien dire, et j'ai pas considéré mon fils comme mon mari. Hein. Non, mais c'est très inconscient, Myriam. C'est très inconscient, et certainement il y a un message là qui dit aussi que cette femme, c'est aussi son indépendance. Donc, voyez, en lui refusant cette femme, vous lui coupez aussi l'accès. Bon, enfin, on peut pas développer tout ça parce que je crois que c'est vraiment, ça serait une séance, ça serait plusieurs séances. On vous a donné des pistes. Après, vous les explorez, vous ne les explorez pas, c'est à vous de voir. Merci, bon courage à vous, Myriam. Merci Frédéric, toujours ravi de vous entendre, ça fait plaisir, ça faisait un moment. Je vous ai envoyé un message hier soir. Ah, je ne l'ai pas reçu par mail? Oui, par mail, oui. À propos de cette jeune femme qui avait pris le voile. Oui, tout à fait. Vous l'avez eu? Oui, je l'ai eu. Oui, je partage votre avis. Oui. C'était très joli. Je veux bien si Frédéric a le temps ou s'il veut bien avoir une petite discussion avec lui ce soir, un autre jour. Chère Myriam, vous n'entendez pas. Oui. Chère Myriam, vous n'entendez pas. Allez consulter un psychanalyste parce que... Mais je suis allée déjà. Changez-en, trouvez celui qui vous ira bien. Mais moi, par contre, je vous mets en garde, vous perdez votre fils. Allez, on va passer une petite chanson d'amour de Zazie, ça va faire du bien. Ouais. Au revoir Myriam, au revoir Frédéric. Au revoir Caroline, au revoir Myriam. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Caroline Dublanche sur Europe 1. Alors ce soir, ce n'est pas un roman d'amour que l'on va vous lire entre 1h et 4h30 du matin, mais un roman policier dans la continuité du Salon du Livre de Paris qui a mis à l'honneur les littératures nordiques. Eh bien, Europe 1 propose la lecture du roman policier La Rivière Noire d'Arnaldur Indridason. C'est un auteur policier islandais à succès et la lecture sera faite par Jean-Marc Delos. Donc cette nuit entre 1h et 4h30. Un petit message qui arrive au 7-10 25 du Subversif qui dit « Madame doit reconnaître son fils en tant qu'homme par le biais de sa femme ». Je ne sais pas ce qui se passe ce soir, cher Subversif. Je bafouille, pardonnez-moi. Mais vos messages m'arrivent pas complets. Alors, d'habitude, je sais pas, vous avez bien intégré, mais j'ai pas la suite. C'est dommage de ce que vous me dites.
Vous faites trop long ce soir ou je sais pas, il y a un bug. J'ai pas la suite de vos messages. Voilà. On accueille maintenant Valérie. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Merci. Alors je vous appelle à propos pour parler avec vous de ma fille, Oui. qui a 12 ans et demi, donc qui est presque une ado. C'est une gamine qui est qui est normalement intelligente, qui est très sociable, qui aime beaucoup discuter, rigoler, etc. C'est pas l'ado fermée, boudeuse, etc. La seule chose, c'est que elle accepte pas les contraintes. Faire un effort, c'est quelque chose qui lui est complètement mystérieux. Alors ça nous pose des problèmes parce que elle commence à être en échec au collège, travailler, apprendre une leçon, écouter un cours, faire ses devoirs. Tout ça c'est galère. Voilà, tout ça c'est pénible. Et je ne sais plus du tout comment l'aider. Alors elle a toujours été réfractaire à l'école, ça a toujours été un souci pour elle. Mais de façon générale, dans la vie quotidienne, c'est un peu comme ça. Aller prendre sa douche, il faut lui répéter 20 fois. Aller se brosser les dents, c'est pareil. Voilà, tout ce qu'elle aime, c'est faire les boutiques, s'acheter des vêtements, voir des expos dans les musées, aller au théâtre. Tout ce qui est dans le plaisir, tout ce qui est, c'est voilà, oui, exactement. Oui. Tout ce qui est dans le plaisir, ça évidemment, c'est. Mais pas que dans l'apparence, c'est-à-dire c'est pas que faire des boutiques, les vêtements, c'est-à-dire qu'elle aime aussi les musées, le théâtre. Enfin, bien, elle a une tête bien pleine aussi. Oui, alors c'est d'ailleurs pour ça que c'est assez énervant et en même temps très frustrant, parce que c'est pour ça que je disais que c'est une gamine normalement intelligente. Elle s'intéresse à des choses. Elle adore aller se balader dans les villes et découvrir des choses. Ça, elle aime beaucoup. Par contre, dès qu'il faut se forcer un peu. C'est-à-dire qu'elle a les facultés intellectuelles, mais ce qui fait défaut, c'est ce qui est dommage, c'est que oui, elle ne fait pas les efforts suffisants. Voilà. Alors, mais au point d'être en échec, vous dites, sur le plan scolaire. Elle est pas considérée comme étant en échec. Vraiment, c'est pas une catastrophe. Mais là, elle est en quelle classe? Elle est en 5e. Oui. Elle finit son 2e trimestre à 11 de moyenne générale, ce qui est pas mirobolant. Oui. Bon, enfin, ça va encore, hein. Oui, ça va encore, mais c'est en deçà de ce qu'elle pourrait être. Oui, de ce qu'elle pourrait donner, mais bon. Bon, c'est pas. Alors, le souci, c'est que elle a été aussi, malheureusement, son père et moi sommes responsables de ce fait. Un gamin qui n'arrive pas à faire des efforts et à se forcer, c'est qu'on l'a jamais obligé non plus. Donc, quand elle était plus petite, on l'a inscrite au solfège, et puis au bout de 6 mois, elle voulait plus y aller, donc on n'a pas tenu bon, et effectivement, elle a lâché le solfège. Elle a commencé la harpe. Au début, ça allait, mais dès qu'il a fallu commencer un peu à la maison, non, donc on a arrêté aussi. Elle a commencé la flûte traversière, mais voilà, c'est que comme ça. Et donc pour elle, j'arrive pas à lui faire parce que la punir, la priver de tas de choses, la gronder, ça marche même pas, hein, parce que ça lui passe au-dessus. Elle va pleurer pendant 10 minutes et puis après, hop, voilà, elle oublie. Tout ce qui compte, c'est que maman ne soit pas fâchée, quoi. Donc une fois que maman n'est plus fâchée, même si je suis privée de mon ordinateur, de ma console, de mon téléphone, c'est pas grave. J'arrive pas à lui faire comprendre que qu'elle aime ou qu'elle aime pas l'école. De toute façon, pour l'instant, voilà, elle est jeune, il faut qu'elle le fasse, et c'est pas en lui disant écoute, faut que tu aies un métier plus tard pour avoir de l'argent. C'est pas du tout le discours. C'est je lui dis tout le temps, je lui dis écoute, si tu veux un jour être libre de faire ce que tu veux, même si c'est, je sais pas, artiste, n'importe où, il faut que tu puisses choisir. Oui, voilà. Mais c'est peut-être encore à 12 ans et demi. Bien sûr que dans le fond, vous avez raison, mais un peu abstrait. Oui, libre de choisir. Vous voyez, à 12 ans et demi, c'est... Même si c'est le fait de pouvoir poursuivre comme ça des études et ça lui laisse cette liberté-là, mais à 12 ans et demi, c'est compliqué de le réaliser. Oui, ça, oui, bien sûr. Je comprends bien. C'est pour ça que je suis complètement démunie, parce que je sais plus quoi faire avec elle. Elle sait pas ce que c'est, par exemple, d'être rigoureuse.
d'être précise. Elle va avoir un travail à faire en classe, c'est tout le temps bâclé. Parce que c'est bon, allez, je le fais parce qu'on m'a demandé de le faire, mais voilà, il y a tellement d'autres choses plus intéressantes à faire dans la vie. Mais quelles sont, c'est-à-dire qu'il y a des matières certainement qu'elle préfère? Alors il y a des matières qu'elle préfère, oui, bah, ça va être les matières, voilà, par exemple comme la musique, les arts visuels, des matières qui sont un peu plus à tendance artistique et qui ne lui demandent pas non plus beaucoup de travail à la maison. Mais alors elle aime bien le français, mais alors par exemple elle a de bons résultats dans les analyses de bouquins, etc. Mais un contrôle simple, mais vraiment simple, de grammaire ou d'orthographe, elle se plante lamentablement parce qu'elle n'a pas révisé ses leçons et puis elle les a pas apprises. Mais est-ce que vous suivez beaucoup son travail scolaire? Alors moi j'ai beaucoup suivi son travail scolaire, en plus parce que voilà, oui. Parce que je suis enseignante, donc c'est d'autant plus frustrant. Mais voilà. Oui. C'est très dur pour une maman. Ça doit être compliqué pour vous. Oui, je comprends. D'avoir un enfant qui est hors moule scolaire. Oui. Très souvent, je me dis, je réussis mieux avec mes 30 élèves en face de moi qu'avec ma propre fille. Donc, où est-ce que j'ai commis une erreur? Je sais pas à quel moment. Alors oui, j'ai été beaucoup derrière elle. Même toute son année de 6e, elle se mettait à faire ses devoirs à côté de moi et enfin, je refaisais ses leçons avec elle, je recopiais ses cours parce qu'elle les copiait. Voilà. Et puis cette année en 5e, j'ai abandonné, j'ai laissé tomber. J'ai dit non, je peux plus parce que déjà, physiquement, nerveusement, pour moi, après une journée de classe, c'est pas possible de remettre ça. Et puis aussi parce que je lui ai dit, écoute, maintenant, t'es grande, quoi, tu te prends en charge. Là, moi, je veux bien t'aider s'il y a un truc que tu n'as pas compris. Mais je ne vais pas, tous les soirs, systématiquement encore, continuer à regarder ton cahier de texte pour savoir ce que tu as à faire, comment tu t'organises, te répéter 50 fois qu'il faut que tu apprennes une leçon avant de faire les exercices. Donc j'ai lâché. Et elle était, on en a parlé, je lui ai demandé si elle voulait que je continue à l'aider et à être derrière elle comme ça, ou si elle avait besoin, elle, de se débrouiller toute seule. Et elle m'a dit non, je vais me débrouiller, je suis grande, etc. Or, ça ne marche pas. Donc on peut pas revenir en arrière maintenant parce que je vais pas me remettre à être assise à côté d'elle pour faire ses devoirs, ça c'est plus possible. Et en même temps je la vois, alors c'est vrai que pour l'instant c'est pas catastrophique, mais je la vois aller d'échec en échec. Alors en même temps on a l'impression que elle ramène une mauvaise note, elle ramène une bonne note, elle le dit, elle a la même intonation dans la voix. On a l'impression qu'elle s'en fiche comme ça. Mais cela dit, quand elle craque un peu, elle me dit c'est trop dur. Moi, je vais à l'école le matin, j'ai mal au ventre parce que j'ai peur de rater, j'ai peur d'avoir une mauvaise note. Et là, je me retrouve bloquée parce que je lui dis mais écoute, je comprends pas, si tu as peur d'avoir une mauvaise note, travaille avant. Ça a fait en sorte que de limiter au moins, de te dire si j'ai une mauvaise note, ce sera pas de ma faute. Vous êtes enseignante dans le collège où se trouve votre fille? Non, je suis enseignante en école primaire où elle était avant. C'est bien. Elle. D'accord. Voilà, donc alors ça a été aussi ça, je pense, un peu difficile. Ça peut être un peu compliqué pour elle, oui. Oui, parce qu'en fait, parce que pour un enfant, il n'a plus d'extérieur à sa famille, au fond. Dans ces cas-là, tout est un peu confus, la vie privée, l'école, ça peut être. Elle a tant qu'elle était à l'école primaire, en fait, j'ai toujours été. Elle était dans l'école où je travaillais. Et puis ensuite, quand elle est arrivée au collège, évidemment, ça a été une cassure pour elle, pour moi, parce que je l'avais plus sous les yeux comme ça toute la journée. Ah oui, vous voulez dire que c'était sécurisant pour elle? Oui, c'était sécurisant pour elle. Quand vous étiez dans la même classe. On va continuer à en parler, pas dans la même classe, dans la même école, oui, j'ai bien compris. On va continuer à en parler après le journal de minuit. Ne raccrochez pas, Valérie.
deuxième heure de votre libre antenne, toujours en direct sur Europe 1. Fifi se tient la tête parce que il semblerait qu'il y ait un autre bug ce soir. Il y a des soirs comme ça. J'étais en train de dire bon non, je sais pas. Ça semble il y a un truc curieux au niveau des messages. J'ai pas la fin des messages SMS ce soir. Je crois que c'était Sergio qui me disait alors pendant la pause de minuit, avez-vous levé la tête pour contempler et je me disais mais qu'y a-t-il à contempler? Et Fifi me dit mais appuie, il y a une petite icône, appuie, il y a une loupe, clique là-dessus et tu auras la fin du message. Et là j'ai céréales pour le petit-déj, maman, de Sergio. Donc je me dis, je pense que c'était pas ça pour la fin du message. Et Fifi est complètement désespérée. Moi aussi, je l'avoue, il y a des soirs, franchement, on a envie de rentrer chez soi, je vous l'avoue. Franchement, la technique et moi, ça fait deux, mais je vous assure que là, c'est un peu tout s'en mêle. Allez, le standard, lui, fonctionne, 3921. Donc, vous pouvez continuer à nous appeler. Vous pouvez nous envoyer des mails sur le site europe1.fr et on va retrouver Valérie. Valérie, j'imagine que votre fille a 12 ans et demi, elle maîtrise complètement l'informatique, Internet et tout ça. Ah oui. Oui. Ah ben ça, elle maîtrise mieux que moi, enfin mieux que la plupart, enfin comme tous les gamins d'ailleurs de cette génération. Oui, c'est ça, puisque même maintenant à 3 ans, ils maîtrisent complètement tout ça. Hein. Oui. Donc bon, mais alors j'avais quand même de tête là des messages qui me disaient qu'il fallait la laisser, qu'il fallait enlever ces petits trous à son tricycle et la laisser un peu voguer vers l'autonomie. Parce que peut-être qu'il y allait avoir une période comme ça, un peu de transition, un peu de flou, où elle se sentait un peu lâchée. Mais bon, en même temps, il n'y a rien de grave. Et vous voyez, vous avez parlé d'échec et puis de vous-même, vous avez rétabli en disant que bon, une moyenne de 11 sur 20, on peut pas parler d'échec scolaire. Oui, tout à fait. Bien sûr, oui. La seule chose, c'est que c'est vraiment une question presque d'ordre général que je me pose, c'est est-ce qu'on peut apprendre, alors je ne sais même pas si c'est le bon terme, est-ce qu'on peut apprendre à quelqu'un, et notamment à un enfant, la rigueur, le sens de l'effort, sans que ce soit non plus, c'est pas le bagne la vie, mais alors effectivement, je sais pas, soit je la laisse comme ça en me disant bon après tout elle est intelligente, elle va bien arriver à un moment donné, et puis peut-être qu'il lui faut un déclic aussi. Enfin, depuis qu'elle est au CP, on me dit mais t'inquiète pas, un jour elle aura le déclic. Bon donc j'attends. Mais moi je pense qu'à un moment quand elle va avoir quelque chose qui vraiment va lui plaire. Elle aura envie de se lancer, dans ces cas-là, elle le fera à fond et elle le fera bien. La rigueur, le sens de l'effort. Je sais pas si ça vient. Alors évidemment, vous me parliez de solfège. Bien sûr qu'il faut commencer par là, mais c'est vrai que tout ça est très fastidieux. Et on est tous un peu pareil. Il y a des choses, on le fait parce que on sait qu'on n'a pas le choix, qu'il faut le faire. Mais pour autant, on préfère se livrer à des activités qui nous font plaisir. Donc ça vient un petit peu plus tard et elle n'est pas à un âge où on est dans le cadre des contraintes et de la rigueur encore, votre fille. Vous voyez, c'est pas non plus problématique à cet âge-là. Comment est-ce que, enfin, je sais même pas si on peut d'ailleurs. Ouais. Mais comment est-ce que je peux l'aider à essayer au moins de tâtonner vers cette voie, parce que ça peut mettre, ça pourrait mettre. Mais peut-être en relâchant un peu. Ouais. Justement, en attendant moins d'elle. Ouais. Parce que vous savez, après, il y a des enfants qui justement tombent, enfin, il y en a qui sont tellement dans la rigueur qu'ils en deviennent obsessionnels.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. C'est un peu embêtant aussi. Comme ça. Oui, non, c'est vrai que j'aimerais. Enfin, c'est pas un âge où c'est pas un âge où effectivement ils sont souvent dans une extrême rigueur. Hein. Oui, c'est vraiment difficile d'essayer de trouver le juste milieu en se disant alors bon. Pas trop de pression parce qu'effectivement, bon voilà, ils sont jeunes encore et ils ont besoin de se trouver. Et en même temps, pas de pression du tout. Mais il ne s'agit pas de pression du tout, mais peut-être que jusque-là aussi dans les apprentissages. Il y a quelqu'un qui le dit, vous avez été très présente, vous l'avez beaucoup soutenue, encadrée. Bon, peut-être un peu par votre présence, elle a eu du mal à apprendre à faire par elle-même. Oui, alors d'autant plus que oui, ça c'est oui, d'autant plus qu'on. Ça on le retrouve chez les enfants d'enseignants parfois. Je ne vais pas faire de généralité, mais non, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est d'autant plus quand ce sont des enfants d'enseignants dont les parents sont divorcés. Alors évidemment, ça crée. On a toutes les deux. Une relation, comme dit une de mes amies, très très fusionnelle. Enfin bon, j'imagine que c'est souvent comme ça pour les mamans avec leurs enfants, mais toutes les deux on vit seules toutes les deux. Alors elle est une semaine sur deux chez son papa. Il travaille beaucoup, donc elle le voit pas si souvent que ça malgré tout, mais on est toutes les deux. Parfois, je me dis mais on est des amis, on est même plus que. Où est vraiment la relation là mère-fille, etc. Où c'est plus une relation de complicité extrêmement forte. Et donc on est tout le temps toutes les deux. Alors elle a peut-être besoin inconsciemment parce que elle me le fait pas sentir comme ça, mais elle a peut-être besoin effectivement que je la lâche. Et puis ça me ferait certainement du bien aussi de la lâcher un petit peu, de la laisser vivre sa vie un peu. Oui, pour prendre un peu d'autonomie. Oui. Et du coup, qu'elle se dise qu'elle peut faire des choses par elle-même, qu'elle se sente capable de faire des choses par elle-même. Oui, c'est vrai que je me suis jamais posé la question de savoir si elle se pensait capable de faire des choses. Parce que aussi, elle peut avoir peur d'aller au bout des choses, d'entreprendre, de faire des choses. Vous voyez, elle peut. Alors, c'est ça parce que au fond, elle peut se dire que vous êtes toujours là pour baliser le chemin. Oui, donc elle n'a pas pu prendre vraiment entre guillemets de risque pour le moment. Parce qu'effectivement, oui, je suis toujours là, donc elle sait qu'elle va être... Alors, bien sûr que c'est important que vous soyez là pour elle, qu'elle sache que vous êtes là pour elle, mais en même temps, comme vous dites, elle a 12 ans et demi, elle va entrer dans l'adolescence. Donc elle va aussi, à un moment, commencer à devoir s'émanciper. Elle va être dans ce double mouvement, à un moment, commencer à vouloir s'émanciper de vous, tout en ayant des moments où elle va vouloir se rapprocher de vous. Alors c'est peut-être aussi ce qu'elle exprime, par moment, quand elle parle de sa peur du collège, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur aussi, la peur de vous décevoir aussi. La peur, elle sent bien que pour vous c'est important de ce qu'elle peut, ses résultats scolaires et tout ça. Donc peut-être aussi de relativiser un peu les choses, c'est-à-dire que quand on a pour les enfants comme ça d'enseignants, il y a quand même souvent une pression un peu particulière qui peuvent s'exercer sur eux, où ils doivent sentir que ils sont aimés indépendamment de leurs résultats et et puis qu'elle peut, du fait aussi de ce fonctionnement très fusionnel que vous avez, apprendre un peu commencer à apprendre un peu à se détacher de vous, à faire sans vous. Mais vous avez une fille qui a un esprit très curieux, très ouvert, très sociable. C'est ce que dit Cathy. Elle dit en même temps, mieux vaut quelqu'un qui est touche à tout que quelqu'un qui n'ose rien.
Hein, oui, bien donc, sûr. elle n'est pas inhibée, voilà, oui. Donc elle semble pas démunie. C'est important, ça. Oui, ça, bien sûr. Je suis fière d'ailleurs de tout ça, de ce qu'elle est comme ça. Mais non, mais c'est bien. C'est bien de pouvoir entendre voilà ce que vous me dites. Ça permet aussi de beaucoup dédramatiser et faire retomber un peu le. Oui, c'est bien. Je vais laisser, même pas forcément réfléchir, mais laisser tout ça reposer et digérer tout ça, c'est important. Alors après, elle est, c'est vrai, à un âge où elle a besoin peut-être plus d'une, si vous voulez, d'une méthode. Là où vous pouvez l'aider, c'est plus dans le sens de lui donner des bases d'un outil, un peu de méthode de travail. Après, elle le fera à sa manière à elle. Mais vous voyez, peut-être d'un cadre, de choses comme ça, ce qui n'est pas la même chose que faire avec elle ou faire à sa place. Alors que vous puissiez l'aider, donner un coup de main, bien sûr, mais c'est pas être avec elle, faire avec elle, et encore moins faire à sa place. L'aider si vous voyez que c'est un petit peu brouillon, qu'elle a du mal à organiser sa pensée, que c'est ça finalement quand vous dites la rigueur et autres, c'est peut-être ça ce qui lui manque. C'est une méthode, ça vous pouvez, et d'autant mieux que vous avez des outils. Oui, alors mais justement ça j'ai essayé à plusieurs reprises de lui donner comme ça des trucs, enfin voilà, que ce soit scolaire ou pas forcément scolaire. Sauf que je me suis rendu compte que d'une part elle a du mal à accepter que je lui dise, enfin que je lui donne ça des vienne conseils de vous. simplement. Oui. Voilà, et comme la plupart d'ailleurs des parents, quand ça vient pour la plupart des enfants, quand ça vient des parents, c'est compliqué quand ça vient des parents enseignants. Maintenant je délègue. Alors j'ai une de mes amies, enfin ma meilleure amie, qui l'apprend de temps en temps comme ça. Oui. Et puis là, je me dis peut-être qu'il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne, un étudiant ou je sais pas, qui vienne travailler avec elle sur les méthodes et que ce soit pas moi. Pour qu'on soit ça évite qu'on soit dans le conflit toutes les deux aussi. Et puis ça fait la part des choses entre la mère que vous êtes et l'enseignante que vous êtes. Oui, parce que elle me dit parfois, alors autant elle accepte pas que je lui donne des pistes, etc., parce que tout de suite elle va se braquer, mais en même temps elle me dit, quand vraiment elle voit que c'est dur, ou elle se met à pleurer, elle me dit, maman, moi j'aimerais bien que tous mes profs soient comme toi, et là je sais que je travaillerai bien, donc elle voudrait bien que ce soit maman, mais en même temps que ce soit pas maman, donc c'est très confus. Et je lui dis parfois, écoute, je peux pas être ta maman, ta maîtresse, ton prof, tout en même temps, quoi. C'est pas possible. Voilà, je peux pas tout faire en même temps. Ça marche pas comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'elle voudrait, elle a besoin un peu d'être sécurisée. C'est là où elle a été dans ce cocon dans sa prime enfance où il y avait ce périmètre entre l'extérieur et l'intérieur était pas bien délimité, hein, c'est-à-dire l'école et la maison. Il y avait maman était aussi l'institutrice, même si elle n'était pas dans votre classe, mais elle était quand même dans un cadre un peu protégé, ce qui est moins le cas depuis qu'elle est au collège. Tout à fait. Bon, donc c'est vrai que forcément en tant qu'enseignant c'est très différent du rôle des parents parce que les enseignants sont des représentants de l'extérieur et du social, donc avec eux il n'est pas question d'amour. C'est ça qu'il est important aussi d'expliquer à votre fille, c'est-à-dire qu'elle travaille pas pour être aimée de ses enseignants. De la même façon que avec vous, c'est qu'elle ramène à la maison, qu'elle ait des bonnes ou des moins bonnes notes, c'est pas ça qui fait que vous allez davantage l'aimer ou moins l'aimer. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. C'est vrai que pour moi en tant qu'adulte, ça me paraît évident, mais oui, mais pas forcément pour elle. Évident. Donc peut-être qu'il faut aussi réexpliquer ça, dire quand elle vous dit ça, j'aimerais que tous les enseignants soient comme toi. Dire oui, mais les enseignants ils font leur métier et moi les enfants, quand je fais mon métier, je fais mon métier quand j'enseigne aux enfants.
Oui, c'est vrai, oui, qu'il y a des choses comme ça qui sont peut-être pas évidentes pour elle, en fait. Oui. Et oui, c'est un peu compliqué quand on Oui, a... Oui. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Alors, j'ai Edwige qui dit j'ai eu les mêmes interrogations avec mon fils, beaucoup plus jeune. J'ai réalisé qu'on l'avait beaucoup assisté. On essaye donc de le rendre plus autonome et aussi de lui apprendre qu'il faut mériter les choses. Par exemple, pourquoi pas un peu d'argent de poche pour faire les boutiques, dit Edwige. Il y a également Laura qui dit j'ai 25 ans, j'ai été toute ma scolarité en échec scolaire, j'ai toujours rêvé de chanter et quand j'ai fait de la musique, là, je suis devenue très studieuse dans ma passion, le chant lyrique. Je suis actuellement en train de finir mes études dans un conservatoire à Paris. Donc, Valérie ne doit en aucun cas perdre espoir parce que sa fille, à un moment, trouvera sa voie et s'investira vraiment quand elle trouvera ce qu'elle aimera. Et puis, Véronique dit, je me reconnais dans ce témoignage, je suis fille d'enseignant et enseignante moi-même, j'ai 42 ans. Quand je suis arrivée au collège, j'ai relâché toute la pression que j'avais accumulée à la primaire du fait que mon père était directeur d'école, de l'école où j'étais. Mes notes ont chuté peu à peu jusqu'au bac. Et quand j'ai enfin décidé ce que je voulais faire et non ce qu'avaient décidé mes parents, j'ai réussi ma vie. Aujourd'hui, j'ai des enfants, dit Véronique. Je mets tout en œuvre pour qu'il n'ait plus aucune pression de la part de nous deux, leurs parents. Et nous sommes enseignants tous les deux, dit Véronique. Voilà. C'est bien, c'est plein d'espoir, c'est très positif. positif. Oui, tout à fait. Surtout que vous avez une fille intelligente, curieuse, ouverte, donc il n'y a pas de souci à vous faire. Hein. D'accord. Merci Valérie de votre appel. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Il y a quelqu'un qui me dit oui, nuit blanche, sans standard, sans appel, sans message, sans nuit blanche. Je suis une anti-nuit blanche, finalement. C'est très bien vu. Voilà, c'est le nouveau concept. Quelqu'un me dit au 7 10 25, il dit non, Fifi ne doit pas s'arracher les cheveux. Ce serait vraiment dommage par rapport aux efforts fournis depuis des mois, c'est vrai. Il commence à les avoir au niveau des épaules et ce serait dommage que, à cause de tous ces bugs qui se produisent, tout ça soit réduit comme ça en quelques minutes. Mais verriez la tête de mon Fifi, il n'en peut plus. Et moi, c'est pareil. Ah non, mais vraiment. Hein. Bon, en tout cas, j'ose pas lire vos messages parce que ça voudrait dire que je dois deviner la fin. Donc, ce qui n'est pas une bonne chose parce que du coup, je ne veux pas interpréter votre pensée. Donc, qu'est-ce que je vais lire les mails. Il y a Régine qui dit pour Valérie, il faudrait peut-être laisser du temps à cette jeune fille, la couver un petit peu moins et pour lui donner le goût de l'effort, peut-être un sport d'équipe où les efforts à faire sont pour le groupe de copines, le côté collectif. Bonne chance à vous. Jeanne dit il faut procéder par petits challenges et par jeu et sur la longueur, par étapes. Chaque jour, voire chaque semaine, un petit effort choisi sur un sujet précis, en accord avec elle. Surtout lui donner l'envie, c'est le plus important, en passant par d'autres voies que les voies scolaires, les activités parascolaires qui lui plaisent, quitte à en essayer plusieurs et lui demander son avis. Si elle réussit, elle aura envie de découvrir d'autres horizons seule. De bons résultats l'encourageront à se lancer. Il y a également... Alors maintenant, c'est Martine qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Martine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Écoutez, je ne sais pas si vous avez des ennuis avec la technique, mais en tout cas, le téléphone, ça marche très très bien. Ah, merci de le dire. 39 21 alors. Hein. Ça marche très très bien. Je suis très très heureuse de vous avoir et puis d'entendre votre voix en jouer. Voilà ce qui m'amène à vous téléphoner. J'ai 60 ans. J'ai perdu il y a 2 ans mon mari d'une façon à la suite d'une maladie très brutale et très inattendue. J'ai réussi à rebondir. J'avais plein de force, plein de courage, plein de colère en moi qui m'ont permis de rebondir. J'ai fait face à
toutes les situations qu'on peut rencontrer à la suite de ce genre de décès. Je m'en suis bien sortie. J'ai repris mon métier. Je suis enseignante, vous voyez. Oui. C'est la soirée des enseignants. Oui. Et voilà que à la fin de l'été dernier, je me suis dit maintenant, tu es prête pour ouvrir un nouveau livre. Tu es prête pour reconstruire quelque chose, repartager quelque chose, redonner de l'amour, retrouver de l'amour, etc. Et me voilà partie dans une inscription sur un site de rencontre au début du mois de décembre, et ça se passe très très bien. Je rencontre très rapidement un monsieur très bien qui me correspond, on échange des petits coups de fil, des petits mails, etc. On finit par se rencontrer, on finit par dîner ensemble, on finit par aller au théâtre, au cinéma, échanger plein de choses. Et puis, il y a 3 semaines, un mois, à la suite d'un très très agréable samedi après-midi, le soir, quand il me raccompagnait, qu'il rentrait chez lui, il avait l'habitude de me passer un petit coup de fil pour me dire, voilà, je suis bien rentrée. Nous n'habitons pas loin l'un de l'autre. Oui. Et au moment où il me dit, voilà, je suis bien rentrée, je sens dans sa voix quelque chose d'un petit peu, dirons-nous, différent de l'après-midi, où il s'était montré tendre, complice. Et ça ne me laisse pas en paix. Je lui envoie un petit texto en lui disant, j'ai remarqué dans ta voix quelque chose d'un petit peu particulier, d'un peu bizarre. Et il me répond textuellement, ouvrez les guillemets, tu es une femme si formidable que tu mérites mieux que moi. Donc évidemment, le ciel me tombe sur la tête. Oui. J'essaye de creuser un petit peu, et il me dit, ben voilà, je pense que socialement, tu es au-dessus de moi. C'est vrai que je n'ai pas de soucis financiers, je vis bien, je n'ai pas de soucis de santé. Mes enfants sont grands, ils ont tous les deux des métiers intéressants. J'ai 2 petits-fils. Et bon, j'essaye de lui prouver que je ne suis pas que ce qu'il croit et que ce que j'ai. Je lui prouve que je suis aussi parce que je suis. Je ne sais pas si je m'exprime bien là. Mais rien n'y fait. Il est bloqué sur sa position. Et depuis, eh bien, notre relation s'est un petit peu effilochée. Elle tient parce que je maintiens le fil en envoyant un petit texto de temps en temps, en envoyant un mail. Nous nous sommes vus hier soir, nous avons dîné ensemble, mais je dirais très simplement, c'est une amitié, un petit peu plus qu'une amitié. En partant, quand même, hier soir, il a glissé sa main dans mes cheveux, et puis c'est tout. Et ce matin, nous avions l'habitude, c'est moi qui commençais d'envoyer un petit texto pour souhaiter une bonne journée. Ce que j'ai fait ce matin, comme d'habitude, en lui disant, écoute, ce week-end, il fait beau, on pourrait faire quelque chose ensemble. Et là, il m'a répondu que sa fille venait le voir. Donc, il n'était pas disponible. Et je sais que sa fille, quand elle vient le voir, elle reste jusqu'au dimanche de 3h de l'après-midi. Et je lui ai retourné un petit texto en lui disant, l'un n'empêche pas l'autre, dimanche après-midi à 3h, les jours sont longs et beaux maintenant, on pourrait peut-être faire quelque chose, et il ne m'a pas répondu. Alors, quel dommage, oui, qu'ils se mettent de telles barrières. Hein. Quel gâchis, quel blocage. Et j'aurais aimé avoir votre éclairage. Que faire? Est-ce que je continue à me faire du mal, à essayer de maintenir le fil? Est-ce que je dois trouver quelque part le courage de lui dire, écoute, bon ben j'ai compris le message. J'avoue que je souffre énormément, et lui aussi, car il m'a dit, je lui ai posé ouvertement la question, je lui ai dit, est-ce que tu éprouves quelque chose pour moi? Il m'a dit, oui, j'éprouve quelque chose pour toi, mais il ne passe pas au-dessus de ce blocage. Parce qu'il se déprécie. Absolument. Absolument, je lui ai dit, pourquoi te dévalorises-tu ainsi? Il me dit, je ne me dévalorise pas, je me connais. Et c'est sous-entendu dans beaucoup de ces messages. Oui, mais ça serait à vous d'en décider, enfin il ne laisse même pas une chance à la relation. Non. Dès le départ, parce qu'il a une estime de lui assez basse. Oui. Et au fond, ça serait à vous de décider si vous avez envie si cet homme vous convient ou pas, et cet homme vous plaît. Donc bien vous sûr. Avez envie. Après, que deviendrait la relation, personne ne peut le savoir, pas plus lui que vous. Exactement, c'est ce que je lui ai dit. Il veut tout contrôler là. Remarquez, il a eu un métier dans l'existence, il était militaire, donc il avait l'habitude sans doute de contrôler, de diriger.
Mais je lui ai dit de toute façon, on ne peut pas, comment dirais-je, parier. Moi, je veux bien parier, mais si ça ne devait pas marcher, bon, à ce moment-là, ça ne marcherait pas. On se quitterait et on saurait pourquoi. Mais là, il fait un mauvais pari, si je puis dire, sur l'avenir. Il ne veut pas nous donner une chance. Et bien sûr qu'il me plaît, bien sûr que je le lui ai dit. J'ai dit, tu sais, je n'aurais pas continué pendant 3 ou 4 mois si je ne m'étais pas rendu compte que je m'attachais à toi. Mais ça fait penser à ces personnes, parce qu'au fond, il va quand même sur un site de rencontres, mais ça fait penser à des personnes qui... C'est comme s'il voulait jouer, mais sans risquer sa mise. Oui. Oui, je vous entends bien. Il y a quelque chose de ne pas prendre de risque, au fond. Oui. C'est ça, et ça vous met dans une situation terriblement frustrante pour vous. Oui, tout à fait. C'est parce que douloureuse. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que il vous dit que vous lui plaisez, que là n'est pas le problème, qu'il éprouve des sentiments, mais quand même vous vous heurtez à une fin de non-recevoir. Absolument. Alors je me fixe des limites. Vous voyez, ce matin, j'ai écrit un papier avec moi, toute seule, en me disant voilà, j'ai atteint ce que je peux et ce que je veux subir et tolérer. Je me fixe un délai, on va dire la fin de ce week-end. S'il ne s'est rien passé ce week-end, il va falloir que je trouve quelque part le courage de lui dire écoute, c'est fini, je reprends ma liberté. Et puis je me connais, pour peu qu'il y ait dimanche après-midi un appel en me disant écoute, t'as passé un bon week-end, il a fait beau, t'as jardiné, on dîne ensemble mercredi, je vais dire oui. Et on n'aura pas avancé pour autant, et mercredi prochain, je vais me retrouver dans la même situation. Oui, parce qu'il vous appelle malgré tout. Ça arrive, oui, ça arrive. Oui, il a une demande vis-à-vis de vous. Ça arrive, oui. Il répond plus volontiers à mon appel, mais je reconnais qu'effectivement, de temps en temps, j'allais dire gratuitement comme ça, entre guillemets, parce que je n'ai pas d'autre mot qui me vient à l'esprit, il me passe un petit coup de fil ou il m'envoie un petit texto. Alors, il y a Cathy qui dit, si vous essayez d'afficher peut-être un peu plus des fragilités, est-ce que vous verriez... J'ai utilisé ce levier. Oui. Je l'ai utilisé. Parce que... Ça a marché un petit peu. Oui, c'est ça. C'est un homme qui aurait besoin de se sentir utile. Tout à fait. Ça a fonctionné un petit peu, puis dès qu'il sent que je vais mieux, eh bien, il relâche sa présence auprès de moi, voyez-vous, parce que c'est quelqu'un de très bien, de très gentil, et qui m'a toujours dit qu'il était dans la protection, ce que je veux bien entendre, effectivement. C'est quelqu'un qui aime bien protéger. Oui. Mais c'est vrai que par ailleurs, j'ai appris maintenant à être autonome, à être indépendante, à me débrouiller, mais j'ai tellement besoin que de donner, de recevoir, je pense que je le mérite encore. Il est encore temps. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, le problème, c'est que vous pouvez pas rester comme ça dans une relation qui n'avance pas, au fond. Non. Parce que cet homme, vous l'avez rencontré au mois de décembre. Oui, début décembre. Début décembre. Et physiquement, on s'est rencontrés, oui, au début janvier. Le premier samedi de janvier, on devait être le 7 ou 8. Alors moi je pense que ça va. Il y a Osiris qui dit il a peut-être connu une grosse déception amoureuse. Moi je ne sais pas. Il ne dit rien de lui finalement. Si, je sais qu'il est veuf depuis 12 ans et seul depuis 12 ans. Mais je trouve que le côté, vous voyez derrière cette expression, tu es trop bien pour moi. Enfin, oui. Je trouve que c'est toujours à double tranchant parce que répondre à cela. Vous voyez, ça place
on peut tout entendre, évidemment. Il y a une idéalisation de l'autre. On peut y voir lui une faible estime de lui-même, mais en même temps, il est dans un contrôle où finalement il décide de tout dans la relation. Vous n'avez pas de marge de manœuvre. Non, très peu en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si ce n'est celle de dire dans ces cas-là, effectivement, si c'est comme ça, mais on arrête la relation. Mais au fond, c'est là où il y a cette phrase, elle est problématique parce que on ne s'arrête pas là généralement quand une telle phrase est prononcée. Oui. Parce que si la personne la prononce, c'est parce que c'est une façon de... C'est parce qu'il y a déjà du lien qui s'est créé. Et donc, c'est une façon de faire en sorte que l'autre dise encore plus mais non, au contraire, et cherche à prouver le contraire. Tu es quelqu'un de bien et rassure. Tout Et vous voyez, c'est besoin de rassurer, conforter. Bon, donc on rentre dans un mode relationnel assez particulier. Ce que vous êtes en train de faire. Oui. Ce type de propos n'est pas anodin au fond. Parce qu'il est rare que ça en reste là. Et tout le monde réagirait comme vous au fond. Oui. Et je le rassure, j'essaye de... Mais oui, mais forcément, parce que ce type de propos attire cela, en disant mais pas du tout, pourquoi dis-tu ça, tu es quelqu'un de très bien, voilà, je suis en confiance avec et toi. je me sens bien. Ça pourrait même être la phrase d'un séducteur. Intuitivement, je ne l'ai pas senti comme un séducteur. Oui. Non. Mais ça pourrait l'être. Parce qu'il y a différentes formes de séducteurs. Il y a des séducteurs qui ne sont pas dans un objectif immédiat de, d'avoir une relation sexuelle avec la personne rencontrée, mais qui sont dans l'exacerbation d'un désir. Et ce type de relation ne fait qu'accroître le désir de l'autre. Je ne dis pas que c'est le cas de cet homme, Martine, mais ce type de relation fait que il y a une frustration intense, et souvent qui dit frustration dit derrière beaucoup de désir. Mais comment on a tout, on a vraiment tout, l'un et l'autre. Pour réussir cette relation, il ne voit que ce qui nous pourrait, je mets bien en conditionnel, nous séparer, et pas ce qui nous rapproche, alors que nous avons plein de points communs, tellement de points communs. Et je n'arrive pas à lui faire entendre raison. Je n'arrive pas. Il ne veut pas, il ne m'entend pas. Il ne veut pas. Donc on bloque. Enfin, je ne bloque pas, mais il bloque. Alors, est-ce que je continue à entretenir ce petit fil tout fin qui est entre nous? Est-ce que je mets définitivement fin à cette relation dont je ne sais pas ce qu'elle va m'apporter? Ce dont je suis sûre, c'est qu'en ce moment, elle me fait souffrir beaucoup, 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 beaucoup. Moi, je pense que la réponse, elle est là, Martine. Vous avez dit d'ailleurs, dès vos premiers mots, dois-je continuer alors que ça me fait mal? Oui. Continuer me fait mal. Arrêter, je vais avoir mal également. Oui, au début, oui. Ouais, mais finalement, au final, vous allez avoir mal, bien sûr, d'arrêter cette relation.
mais Alors il me propose de rester amis, mais non, je ça n'ai n'a pas de besoin d'un sens. ami, c'est Non, pas ce que je mais c'est cherche. parce que voilà. Hein, Vous êtes très très clair. Oui, vous êtes très clair. Vous avez Oui. franchement, on sent vous êtes bien structuré, vous êtes clair. C'est bien clair dans votre tête, Martine. Lui, il ne l'est pas. Bien. Il y a un jeu trouble chez lui. Je ne peux pas savoir lequel parce que moi je ne le connais pas cet homme, donc je peux pas, dire, mais il y a un jeu trouble. Je ne sais pas lequel. Bien. En tout cas, moi je vous sens suffisamment solide pour pouvoir. Oui, ça s'entend. Ça s'entend. Hein. D'abord d'après ce que vous avez vécu, surmonté déjà. Enfin, je veux dire, Tout à fait. vous tenez, hein, et sacrément. Donc vous allez vous remettre là de cela. Bien sûr que ça va être un peu difficile sur le moment, mais moins que de vous embarquer dans une histoire où au fond vous la porterez. Il y a quelqu'un qui le dit. Vous allez tenir votre histoire seul à bout de bras. Écoutez, je vous remercie infiniment. J'ai confiance en vous et je vais suivre les conseils que vous m'avez. Et je pense, en plus, en vous entendant et en entendant, ce qui émane de vous, que vous avez rapidement rencontré quelqu'un sur un site. Écoutez, Moi, je j'ai confiance. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un qui sera plus disponible, plus clair dans sa tête. Quoi. Plus clair dans sa tête. Ah oui, vraiment. Écoutez, je le souhaite infiniment. Je vous remercie infiniment. Mais je vous le Caroline. souhaite également, hein, Martine. Merci pour vos bons conseils que je vais suivre. Au revoir, merci de votre confiance. Au revoir. Bonne fin de soirée. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Claire. Bonsoir. Bonsoir. Caroline. Je suis intimidée là. Je viens d'entendre le Martine. témoignage. Oui. Oui. Ça m'interpelle. Mais c'est que c'est pas pareil. Mais il n'y a aucun souci, hein. Les histoires s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Oui. Moi, je suis africaine. Je suis de la Côte d'Ivoire. Oui. Et je connais mon mari en Côte d'Ivoire depuis 96. J'ai 37 ans. Oui. Et lui, il en a 45. Et les choses se sont dégradées parce qu'il est méchant et puis il boit beaucoup. Oui. Donc, du coup, depuis un bon moment, je supportais. Et puis, j'ai rencontré, je vais consulter souvent chez mon médecin traitant. Oui. Et puis, on a eu des affinités, quoi. Donc, il m'a aidé pour beaucoup de choses, pour sortir de... Parce que mon patron, il ne me supportait plus. Et un jour, j'étais malade. Votre patron Oui. Oui. En fait, j'étais aide hôtelière, en fait. Oui. Et puis, à un moment donné, il m'a dit... j'étais malade. Il m'a dit, est-ce que vous êtes allé voir le vétérinaire? J'ai dit, mais vous donnez une nouvelle, les vétérinaires, c'est pour soigner les animaux. Oui. Bon, il y avait une personne j'avais une collègue qui était avec moi et tout. Et puis après, moi j'ai fait, c'était la coûteuse, quoi. Déjà, le fait que je sois revenue. Mais attendez, dites-moi, il aurait pu être poursuivi, hein, votre patron, hein? C'est sa parole contre ma parole. Hein. Je lui ai envoyé des lettres recommandées, même j'ai envoyé des insupportable. Oui, donc voilà. Donc j'ai fait une dépression. Et à la suite de ça, j'ai rencontré mon médecin traitant. Je lui parlais de ça. Il m'a dit, Claire, voilà mon nom anonyme. Et je trouve plus votre beau sourire d'Afrique, tout. Je dis, ah bon? Et puis après, vous avez expliqué au médecin ce qui vous était arrivé dans le cadre du travail. Il m'a dit, qu'est-ce qui vous arrive?
Et puis. Il vous a pas dit de saisir la halle, les. Mais non, j'ai tout fait moi. En fait, j'ai fait tout ça avant quoi. Et puis après, il m'a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive et tout. J'ai tout expliqué. Et puis bon, comme il soigne mon mari, bon, il est limite diabète. J'ai 3 enfants, j'ai 37 ans. Et tout. Je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive. En fait, le fait que je sois revenue, oui. J'ai pris 2 ans pour garder mon fils et tout. Et moi, j'ai toujours envoyé, il faut un mois pour faire. Il n'a pas aimé ça. Et pour lui, je n'allais plus revenir parce qu'il ne me prenait plus par critère. Il m'a jamais envoyé une lettre recommandée et tout. Bon, bref, ça va être l'heure là. Et ça fait au moins 6 ans que j'écoute votre émission. Donc aujourd'hui, c'était tellement, j'en pouvais plus, il fallait que je vous appelle. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi aujourd'hui? Donc j'ai rencontré mon médecin traitant qui était bien. C'est lui qui a fait tout. Il m'a dit tu démissionnes pas. La liaison est pas bonne du tout, Claire. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez, peut-être il faut parler. Je sais pas, ou parler moins près du combiné. Parler moins près. Non, c'est surtout parler moins près du combiné, je pense. Ça ira mieux. Ça va mieux là, vous m'entendez? Parlez-moi là. Vous m'entendez? Mais là, on vous entend nettement mieux, oui, tout à fait. Désolée. Okay. Non, je vous en prie. Et puis, ce monsieur, il a fait tout pour que je quitte le travail là, que je me sentais pas bien. En passant à la médecine du travail, j'ai fait une dépression et tout. Et ensuite de suite, on a eu des affinités. Il est marié, je suis mariée. Et à un moment donné, c'était plus fort que moi. Je ne peux pas voir ma vie sans ce monsieur. Le médecin? Oui, voilà. Donc, et puis sa femme l'a su. Au bout de 2 ans, ça a duré comme ça. On était ensemble, on mangeait ensemble. Il venait me chercher au travail. Oui, c'est-à-dire des affinités, mais sans être ensemble. C'est-à-dire que ce médecin vous aidez. On est ensemble sans être vraiment ensemble. Je sais pas. Il n'y a jamais, je sais pas s'il faut dire le mot. Il n'y a jamais eu autre chose. Il n'y a jamais eu de pénétration. Mais il y a autre chose. Ah oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est clair. Hein. Oui, c'est très très clair. Oui, c'est allé quand même assez loin, mais bon, d'accord, oui. Voilà. Et en plus sa femme est l'avocate et tout, elle a su et tout, donc c'est trop dur. Moi, j'arrive pas à gérer mes émotions. Je pleure tout le temps. En plus, je suis en train de faire une formation. C'est lui qui m'a conseillé de faire cette formation. Il m'a dit tu vas réussir dans cette formation et tout. C'est lui-même qui m'a acheté tous mes bouquins, quel que soit. Quand mes enfants sont malades, même il n'est pas de garde, il vient tout le temps voir mes enfants. Et vous faites cette formation? Oui, j'ai passé déjà le premier concours. Bon, ça c'est une bonne chose. Oui, Vous vous êtes attaché à cet homme parce que cet homme a été là à un moment difficile. Alors de par sa position effectivement de médecin, il a au départ eu cette écoute. Qu'à l'écoute d'un médecin traitant, et puis de fil en aiguille, vous vous êtes attaché à lui à vous, et en même temps, il a été touché par votre détresse. Mais vous êtes devenu amant. Bon. Voilà, quand il va faire les consultations à domicile, il vient me chercher, on va ensemble. Oui. On a eu une affinité, même quand mes enfants, quelle que soit l'heure, ils viennent. Oui. Donc j'ai dit, il est présent dans votre vie. Tout à fait. Même quand maman vient en France, il est toujours là pour soigner maman. Oui. Donc j'ai vu quelque part. Et le fait que sa femme soit présente, ça change soit au courant. Oui, voilà. Donc il m'a dit il faut tout arrêter parce que bon, je sais que c'est pas. Et ça fait 18 ans ils sont ensemble, et c'est pas pour 2 ans que. Mais moi j'ai du mal je ne vois pas ma vie sans ce monsieur. C'est trop dur pour moi. C'est trop dur. J'arrête pas. Là j'ai perdu 10 kilos. Parce
je mange plus. En plus, je suis en train de passer mon concours et il m'a posé la question quand je suis tombée sur le sujet, c'était le déchet nucléaire, ce qui se passe au Japon. Et puis, quand je lui ai dit, mais quand même, malgré ça, on continue de se voir. On s'est vu hier en plus. Il me dit, oh, mince, j'aurais pu te dire de faire ça. Je dis, mais bon, mais c'est trop tard. Hein. C'est pas vrai. Mais là, finalement, vous êtes perdu par rapport à quoi c'est-à-dire qu'il ne veut pas quitter sa femme, c'est ça? Ah ben non, mais il m'a dit de toute façon... Non, moi, en fait, c'est pas que je vais qu'il quitte sa femme. Mais moi, le fait que il était là, et il me donnait de bons conseils, fais ci, fais ça... C'est mon pionnier, quoi. Je veux dire, c'est mon mentor. Mais c'est ça. Mais écoutez, Claire, pour le moment, cet homme vous a aidé, vous aide. Vous trouvez auprès de lui un soutien. Vous entreprenez une formation. C'est important pour vous de pouvoir aller de l'avant. Étudier, aller de l'avant, être dans des emplois où vous serez pas exploité par là. C'est lui qui m'a trouvé tous mes stages. Moi, j'ai voilà. posé tous mes Là, CV. vous étiez dans un emploi. Voilà, vous étiez avec quelqu'un qui aurait dû être condamné pour ses propos d'un racisme inouï. Bon, donc, écoutez, pour le moment, cette relation, voilà, elle vous fait du bien. Je crois qu'il faut voir un peu les choses comme ça. Oui. Oui. Mais c'est pour le moment. Oui, mais parce que cette relation avec sa femme, ça fait aussi, je crois, 18 ans qu'il est avec elle, donc il peut pas non plus arrêter une relation comme ça. Je crois qu'il faut continuer, suivre votre chemin. Claire, on en reparlera si vous voulez un autre soir, mais là, l'émission arrive à son terme. Il faut que je vous quitte. Je crois que vous pourrez me rappeler pour qu'on en parle un peu plus longuement si vous le souhaitez. D'accord ? Bon courage en tout cas.